Et bienvenue à tous dans cette deuxième émission live de MX Réflexion. Si vous ne faites pas partie des petits vénards ayant accès au live, comme d'habitude, on enregistrera l'émission et on la rediffusera sur YouTube. Pour ceux qui ont raté la première, elle est déjà en ligne. Vous pouvez y accéder sur notre site mxreflexion.com évidemment. Aujourd'hui, comme d'habitude, avec son grand palmarès du motocross français, qui était bon à mini-hiver. Après, je ne sais pas trop ce qu'il a fait. Mais le grand Blaise Abadi, comment ça va, Blaise? Ça va bien, j'espère que vous aussi ça va très bien. Je suis en forme ce soir, donc on va pas mal parler de Jérémy Tarroux, parler du Supercross US. On a beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à partager. Donc ça va être une très très bonne soirée. Ouais, exactement. Et avec nous ce soir, exceptionnel, après ce show numéro 2, on a un invité de marque. C'était un des grands espoirs du motocross français quand il était jeune. Champion de France cadet, champion d'Europe cadet 2 fois aussi, champion de France junior, champion d'Europe PNX2, 2 fois top 20 du mondial. Il est passé en enduro depuis 2011. On a le plaisir d'accueillir Jérémy Tarroux. Comment ça va, Jérémy? Salut, merci pour l'invitation. Ça va bien. Bon, tu m'as dit que tu rentrais à peine de course. Qu'est-ce que tu as été faire en course? Ça a été bronzé ou tu y as été pour t'entraîner? Là, malheureusement, on n'a pas bronzé parce qu'il a fait mauvais temps quasiment toute la semaine. C'était un peu une tempête cette semaine-là, donc on est allé pour s'entraîner. Voilà, c'est toujours bon d'aller bosser à plusieurs pilotes pendant à chaque fois des semaines comme ça. On le fait souvent et je crois qu'il y a beaucoup de pilotes qui le font en enduro ou en cross. C'est justement en enduro, comment vous entraînez? Nous, on a plus l'habitude du motocross, alors, quel que soit le niveau, que ce soit en ligue ou championnat de France ou championnat d'Europe. Et pour le circuit, vous, en enduro, c'est comment? C'est plus du technique? Vous faites des tours de circuit aussi ou pas du tout? Ouais, mais ça ressemble, c'est un peu pareil. On s'entraîne aussi en motocross, en enduro. On essaie de se rejoindre à plusieurs pilotes. Comme ça fait une bonne cohésion de groupe. C'est rare qu'on s'entraîne seul. Voilà, il y avait des pilotes du mondial, des pilotes des jeunes espoirs juniors français. Donc on était une petite dizaine et on essayait de faire ça, on va dire tout l'hiver, 2 fois par mois, de se rejoindre comme ça. Et avec certains pilotes élites aussi. Et puis comme ça, on roule à plusieurs, on fait des manches de cross, souvent quand même assez courtes, pour nous en enduro, puisque c'est souvent un maximum 10-15 minutes, les spéciales. Donc des manches assez courtes et des spéciales en ligne chronométrées. Donc ça, c'est dans des bois assez sélectifs, avec beaucoup de cailloux type extrême. Et voilà, on mélange tout ça et ça nous fait des bonnes journées de 3-4 heures de moto. Ouais. Après, Jérémy, j'ai une question moi par rapport à la préparation physique. Est-ce que à côté de l'enduro, de la partie moto, est-ce que tu t'entraînes énormément physiquement ou pas énorme, ou tu concentres beaucoup tes efforts sur la moto et un peu moins sur le physique? Si, le physique, ça fait partie, c'est dans les mœurs et puis ça fait partie, voilà, de l'entraînement à côté de la moto, c'est hyper important. Après, moi, j'aime bien quand même beaucoup de moto. Donc après, il y a des pilotes qui font plus de physique que de moto, ils font beaucoup de moto. Moi, j'aime bien faire quand même une bonne partie moto et à côté faire du physique, mais je ne trouve pas que ça me fatigue trop pour la moto. Donc voilà, on fait un petit peu de sport, mais surtout beaucoup de moto. Une fois qu'on a repris, on va dire que durant la fin de saison, la fin d'année, on fait plutôt du sport. Par exemple, on coupe un mois et puis après on fait 1 ou 2 mois de préparation en sport et après on a 2-3 mois de préparation vraiment moto, quoi. Donc on essaie déjà faite normalement avant de reprendre la moto. C'est des petits plus en fait qu'on accumule avec les entraînements moto, quoi. D'accord. Du coup, je vais enchaîner, Blaise. Moi, j'avais une petite question que je m'étais notée parce que, bon, Jérémy, c'est pas un secret, tu t'es beaucoup blessé quand tu étais plus jeune. Là, tu as un peu plus de 30 ans, je crois que tu as 32 ans, quelque chose comme ça. Comment tu gères les blessures, les blessures antérieures? Est-ce que tu arrives à faire tout ce que tu veux physiquement ou pas du tout? Mais ouais, moi je me suis pas mal blessé pendant 3 saisons d'affilée en cross. J'ai enchaîné une blessure à l'épaule, puis enchaîné avec l'autre épaule. Donc j'ai eu quand même 4 opérations d'une épaule, 2 opérations de l'autre épaule, et que j'ai enchaîné, on va dire, en 3-4 ans. Donc ça, déjà, pour en revenir, ça a été très compliqué. J'ai survécu petit à petit en cross. Après, j'ai eu une grosse blessure au scaphoïde, que ça a fait comme Antoine Méo, ça s'est pas consolidé. Voilà, c'est des choses qui arrivent, mais du coup, j'ai arrêté la moto pendant 1 an. C'est là que j'ai repris après un enduro. Donc après tout faire, non, par exemple des pompes, je peux pas en faire à cause de mon poignet.
C'est le truc que je peux pas faire. Après, ce que je fais depuis que je suis à l'enduro, je me suis plus rarement blessé. Donc j'essaye quand même si j'ai des petits trucs à faire réparer, je le fais en fin de saison, comme ça, pour être quand même bien quand je devrais arrêter la moto, parce que j'ai 31 ans là, mais là, je repars pour 2 ans de contrat, mais je sais que ça va bientôt s'arrêter, donc si je veux être encore en forme pour faire de la course à pied et continuer à rouler, il faut que je soigne les petits bobos. Dans l'ensemble, ça va pas mal, mais c'est sûr qu'on a quand même les séquelles des blessures, hein, c'est pas photo. D'ailleurs, moi, j'aimerais bien rebondir sur ça par rapport à une question. Toi, tu te vois comment après ta carrière enduro, c'est-à-dire allez, on va dire dans 10 ans. Toi, tu te vois comment? T'aimerais te voir comment, en tout cas? Moi, le but, j'aimerais, ma passion et toute ma vie, c'est la moto, hein, donc j'aimerais continuer là-dedans, forcément. Après, avoir une place dans le milieu, c'est de plus en plus compliqué. Ça a toujours été compliqué, mais c'est de plus en plus compliqué. Après, j'ai la chance d'être dans une usine avec Sherco, ça fait 5 ans que j'y suis. Vraiment, je me sens bien là-bas. Si je peux continuer à les aider, s'ils ont besoin de moi, après les 2 saisons qui restent, je le ferai avec plaisir. Maintenant, on verra si j'ai la chance d'avoir cette possibilité-là d'ici 2 ans. Mais après, sinon, à part ça, si j'arrive pas à rester dans ce milieu-là, pour l'instant, j'ai mon brevet d'état pour donner des cours, tout ça. Mais ça, je le vois vraiment en second plan, quoi. C'est une porte de sortie, mais c'est pas ce que je rêverais, quoi. D'accord. Après, moi je pense que nous, d'un point de vue crossman qui connaissons pas trop Sherco, on a l'impression que Sherco a l'air d'être une famille et du coup ils font attention à leurs pilotes et qu'ils les chouchoutent un petit peu. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. On n'est pas très nombreux. On va dire qu'ils ont pris pas énormément de pilotes, mais ils ont pris les bons pilotes. Je vais dire que j'en fais partie parce que j'ai bien réussi en classique, il m'avait pris pour ça. Mais on a des bons pilotes aussi en extrême. On a un très bon pilote en championnat du monde qui a été champion du monde. Voilà, ils prennent pas beaucoup de pilotes, mais des bons pilotes, ils essayent de les garder. Je prends l'exemple de, par exemple, Fabien Planet, qui lui a fait une très grosse carrière en enduro et qui bosse pour Sherco maintenant. Moi, j'aimerais bien suivre sa trace à lui. C'est vraiment l'objectif. Ils ont été fidèles. Lui aussi a été fidèle depuis le début. Donc voilà, ils arrivent à bosser ensemble et c'est super. Mais oui, c'est une famille, c'est pas comme KTM. KTM aujourd'hui, on a besoin de toi, on te fait bosser. 1 an, 2 ans, 3 ans, on n'a plus besoin de toi. Ça tourne. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et hop, t'es dehors. Hein. C'est comme ça, quoi. D'accord. Puisqu'on parle de travail, on peut associer le travail et l'argent. Sans annoncer de salaire ou quoi que ce soit, est-ce qu'en enduro, on arrive à bien gagner sa vie? Est-ce qu'on la gagne mieux qu'en cross? On la gagne mieux, je sais pas. C'est toujours pareil. Si on est vraiment devant, si on est sur le podium ou tout le temps se battre pour la victoire, on a quand même de l'argent. Après, plus qu'en cross, non, on va dire que les 5 premiers ou 10 premiers du MX1, même si c'est quand même un niveau, on va dire, quand même plus élevé que le niveau enduro, hein. Eux gagnent vraiment leur vie, quoi. Nous aussi, mais il y a très peu de pilotes. Déjà, il y a moins de pilotes au départ, mais je pense qu'il y a à l'époque où je roulais au mondial, il y a 3 catégories. Il y avait les 5 premiers du championnat qui gagnaient bien leur vie, quoi. Après c'est toujours pareil. Dès qu'on est premier, ça monte assez haut, et puis après ça descend très vite. Et voilà. Mais en France, sur un championnat de France élite, il y a pas beaucoup de pilotes qui en vivent vraiment. Hein. On va dire il va y en avoir 5, 6, mais pas plus. Alors je sais pas un championnat de France élite cross s'il y en a plus ou pas maintenant aujourd'hui. Mais ça doit peut-être se valoir, je sais pas trop. Oui, à mon avis, c'est quasiment pareil, je pense. Ouais, c'est à peu près pareil. Ouais. Quand on regarde le cas Charlier, où on sait tous ce qu'il a fait cette année, il gagne les SDE avec toi, il a fait une grosse performance au motocross des nations. Il y en a beaucoup qui se sont enflammés, qui ont dit non mais Charlier, c'est sûr, l'année prochaine il va revenir en cross, ça sera pas le cas. Mais à ton avis, c'est pourquoi ce choix-là, et est-ce que lui, dans son cas, il gagne mieux sa vie en enduro, par exemple? Voilà, on a bien sympathisé. Je connaissais bien Charlier, mais pendant 10 ans, on ne s'est pas trop vu quand il était en cross. Là, on s'est revu. J'étais avec lui, d'ailleurs chez lui en Corse. Et donc, on a passé les 6 jours ensemble. On était dans la même chambre. Donc, on a bien discuté. Lui, en cross, il s'est beaucoup blessé aussi. Ça a été un très bon pilote, très rapide, très costaud. Mais à la fin, il n'avait plus de contrat, quoi. Il avait le niveau pour faire le top 10 en MX1, mais il fallait qu'il paye. Donc lui, il a dit je peux pas faire une saison et sortir 50, 80 000 pour faire 10e du championnat du monde. Donc il a la possibilité de partir sans gros contrat en enduro, mais il a tenté. Et puis lui, il a fait vraiment une super saison pour la première année. Il a vraiment tout explosé.
Et lui, là, par contre, il a eu un très gros contrat pour passer chez Beta. Après, j'ai une question de Pierre là qui te demande si tu vas revenir sur le mondial d'enduro, si tu envisages ça. Non, non, je suis parti du mondial d'enduro parce que j'ai toujours bien réussi dans l'herbe et sur les classiques, ce qui est rare d'un crossman. Donc c'est pas le but d'y revenir. Moi, je pense que je pars du point que quand on part, c'est pas pour revenir. C'est comme quand on part en retraite et ceux qui reviennent 2 ans après, c'est que le choix n'a pas été bon. Quand on a décidé de partir quelque part, je reviendrai pas au championnat du monde, peut-être sur une épreuve ou deux, mais pas pour un championnat en entier. Je laisse ma place, aux jeunes maintenant qui arrivent et moi je suis très bien où je suis. Et c'est peut-être une marche en dessous, mais pour aujourd'hui, ça me correspond. Il y a une discipline qui prend de l'ampleur aux États-Unis avec Eric Perronard, qui est un promoteur reconnu. C'est l'endurocross. C'est quelque chose qui te tenterait, toi? L'endurocross, c'est sympa à faire. Vraiment, ça ressemble au supercross. Mais c'est marrant parce que c'est vraiment les trialistes qui sont très bons là-dedans. C'est des trialistes qui roulent un peu en cross, on va dire, un peu en enduro, et qui réussissent vraiment. Nous, tous les pilotes qui y vont galèrent. Un Bellino qui était le meilleur au championnat du monde là-dedans, il va rouler déjà des podiums et tout, mais il galère grave. Donc en fait, tout le monde a laissé tomber. Quand on a tous vu que lui déjà en chier, quoi, on a dit c'est pas la peine qu'on y aille. Ouais, parce que Bellino. Ouais, moi j'ai vu des pilotes américains qui ont été invités. C'était Phil Nicoletti et Alex Ray, je crois, qui sont des pilotes de supercross qui se qualifient régulièrement en finale. Ils ont fumé des embrayages, ils sont même pas passés à la finale, ils ont fait que chuter. Ça a été, apparemment, c'est vraiment une discipline à part. Ah ouais, c'est vraiment une discipline à part. Nous, on a des petits extrêmes sur le championnat du monde ou un championnat de France, mais là, c'est vraiment plus difficile et c'est une marche au-dessus. Et ça devient très lent et très trialisant. Et à la fin, on n'arrive pas en fait à passer les obstacles, on se fatigue très vite et puis on n'arrive à plus rien faire. On fait un tour, 2 tours. Nous, la spéciale, elle est finie, c'est un seul tour par exemple. Eux, ils enchaînent 5, 6, 7, 10 minutes là-dessus. C'est vraiment un effort. Voilà, pour être habitué comme un supercross chez nous, quoi. Il faut avoir du rythme. Si tu sors, à dire, de championnat de course sur prairie et que tu passes au championnat de supercross, ça va pas le faire. On va faire 2 tours et puis on va arrêter, quoi. C'est pas possible. Attends, Jérémy, on sait que tu es doué en cross, tu es doué en enduro. Est-ce que, d'ailleurs, on a la question de Pierre, est-ce que pour toi, le Dakar peut être un objectif à long terme, comme certains pilotes qui font ça, entre guillemets, en fin de carrière? C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent. J'ai beaucoup de mes amis qui partent là-dedans et qui ont cet objectif. Moi, personnellement, ça me plairait de le faire, mais en amateur, mais pas vraiment de le faire en compétition. Je trouve que c'est vraiment dangereux, surtout venant du cross. À la base. On a une bonne équipe Sherco. Il m'avait proposé, même si je veux pour m'amuser, de faire un rallye pour voir comment c'est. Mais je pense que non, voilà, je laisse aussi ma place aux autres. Il y a des mecs qui sont vraiment motivés pour ça et que ça leur plaît vraiment. Moi, pour le fun, pourquoi pas un jour, mais pas tant que je serai dans la compétition. D'accord. Trop dangereux. Après, j'ai juste une dernière question pour toi. C'est si tu pouvais revenir en arrière, toi, tu dirais quoi au Jérémy Taux d'il y a 10 ans? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Il y a 10 ans, déjà, j'avais 20 ans, je commençais pas à être vieux pour le cross, mais à 21 ans, déjà, on a fait un bon morceau, hein, le cross. Donc, ouais, c'est même avant, il faut revenir plus tôt. Moi, j'ai roulé très vite, très tôt, à 15 ans, j'avais déjà quasiment la vitesse que j'ai aujourd'hui. Donc, il faut être quand même moins fou, plus discipliné. Écouter surtout les mecs qui ont de l'expérience, c'est très important. Chacun fait sa route, mais il faut écouter ces mecs-là. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment bien avancer sans faire trop de fautes et partir vraiment avec des professionnels du milieu, quoi. Écouter vraiment les professionnels du milieu moto et pas dire oui, moi je sais, même si j'avais un très bon niveau, mais on aurait dû peut-être un peu plus écouter les pros et partir s'entraîner avec eux et suivre, quoi, au lieu de faire notre route et partir un peu à l'aveugle et au casse-pipe, quoi. Ouais, c'est ce qu'on voit maintenant. D'ailleurs, plus le niveau augmente et plus les pilotes font appel à des coachs, à des entraîneurs, même des coachs au niveau mental, au niveau physique. En fait, dans tous les domaines, on voit qu'il y a des coachs qui se dessinent. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu penses que c'est plutôt une bonne chose ou que c'est plutôt de la poudre aux yeux?
Non, je pense que c'est une bonne chose. Après, il faut pas abuser non plus. Il faut pas partir dans tous les délires. Mais un entraîneur qui a de l'expérience, il faut pas hésiter. Un vrai professionnel, il faut pas hésiter à y aller. Je pense que les parents peuvent apporter les gamins jusqu'à 15 ans au meilleur niveau, on va dire jusqu'au 125, mais après le 80 quoi. Mais à partir du 125, il faut les lâcher, il faut les faire partir avec des professionnels et suivre de l'extérieur. Mais sinon, en fait, après, pour moi, je pense qu'après les gamins sont freinés au lieu d'être vraiment propulsés quoi. Et quand ils sont vraiment avec des pros, ils continuent à monter les marches correctement. Il n'y a pas de raison à part gros pépin, de pas réussir. Si le petit a vraiment un sacré niveau à 14-15 ans, je vois pas comment il ne pourrait pas réussir. Exactement. Ouais, il me semble que tu es passé en 125 assez tard, tu as attendu vraiment jusqu'à la limite. Est-ce que ça, c'est un conseil que tu donneras à des jeunes? On voit beaucoup de gamins maintenant, à 14 ans, ils se précipitent de monter en 125 parce qu'ils ont vu des gars comme Roxen ou Jeffrey Herlings ou même Prado qui ont le potentiel d'être champion du monde à 16 ans. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de précipitation chez les jeunes pilotes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, moi je suis passé, c'est vrai, mais j'ai une année, enfin, ouais, entre 15 et 16 ans. J'aurais aimé y passer l'année d'avant, j'avais déjà été champion d'Europe, mais j'avais pas le gabarit du tout. Donc je m'entraînais en 125, mais j'avais pas le gabarit pour vraiment arriver et gagner direct. Donc j'ai bien fait d'attendre un an, parce qu'en fait je suis arrivé direct, j'ai gagné le championnat de France junior, et j'étais vice-champion du monde junior aussi la première année, à tout de même pas 16 ans. Donc c'était plutôt un bon choix, je pense que c'est surtout par rapport au gabarit, ça. Après, des mecs comme Erlings avaient un gros gabarit, ça passait à 14 ans. Roxen avait un petit gabarit, ça a été quand même limite. Heureusement, il a compensé, il était très très fort. Mais bon, il est arrivé, il était impressionnant d'entrée. Mais à 14-15 ans, c'est un peu juste. Non, je pense qu'il y a moyen, maintenant le MX2 roule jusqu'à ses 23 ans. On peut passer à 16 ans sans problème. Des mecs comme Tixier sont passés assez tard, ont explosé assez tard et ils ont été champions du monde quand même. On va dire même à 17-18 ans, avoir le top niveau en MX2, ça laisse quand même 4-5 ans de MX2 pour vraiment aller chercher le titre ou être sur le podium, quoi. Donc, il y a quand même la marge. Faut pas passer trop tôt quand même. S'il n'y a pas le gabarit, c'est tendu et puis c'est surtout les risques de blessure, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un petit peu ce qu'on a vu aussi avec Marvin Musquin, qui n'avait pas le gabarit au début, il s'est pas précipité, il y en a beaucoup qui commençaient déjà à l'enterrer. Il est passé très tard, mais il a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'il s'étoffe et puis il a toujours un gabarit très sec, mais ça ne l'a pas dérangé pour être le meilleur. Blaise, je sais pas si je vois qu'on a quelques questions peut-être sur le live, si tu veux bien les lire. Ouais, j'ai quelques questions. J'ai Pierre qui demande si les ISDE étaient la course la plus dure que tu aies faite. Non, les courses du championnat du monde sont quand même bien plus dures. Les ISDE, ça dure 6 jours, ouais, mais c'est des journées quand même assez courtes. Il y a quand même beaucoup d'amateurs derrière, donc ils ne peuvent pas faire non plus un tracé trop difficile. On a eu de la chaleur, tout ça, mais bon, c'était pas non plus extrême. Après, le truc, c'est que c'est la pression de pas se louper parce qu'il n'y avait pas de joker en plus. Donc, les 4 pilotes, il faut que tous les soirs, les 4 pilotes rentrent. Donc, ça, c'était le plus dur, quoi. Il fallait, je me suis dit, si je casse la moto, si je me fais mal, toute l'équipe, elle est out, quoi. Donc, il y a 15 jours de travail, voire 20 jours de travail en tout pour rien, quoi. Ouais, donc, c'est ça le plus dur. C'était une des premières années où il n'y avait vraiment pas de joker. Et ça a été compliqué, ouais, plus mentalement. Quoi. Mais finalement, tout s'est bien passé. Donc, il y a une petite question, Jérémy. Est-ce que, on va le dire, tu as toujours été imbattable à la Castelnau de Lévis. C'est la piste, je pense que tu as fait un nombre d'heures impressionnant sur ce circuit. Jusqu'à quel âge tu seras imbattable là-bas? Même avec une Sherco, je pense qu'à l'élite, tu en ferais encore trembler quelques-uns. L'année dernière, j'ai hésité vraiment. J'aurais bien aimé. En plus, j'étais là, je voulais le faire, mais je suis quand même vraiment déçu qu'on n'ait pas de motocross parce que maintenant le championnat élite est souvent dans le sud sur des circuits assez durs que j'aime bien, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Donc il y a Gaillac-Touza, il y a Castelnau, Saint-Ibéry, enfin voilà quoi. Et Perles-les-Fontaines même, des vrais terrains de sudistes quoi. Mais Castelnau, ouais, j'ai roulé depuis que j'ai 4 ans, donc forcément j'ai roulé tous les mercredis pendant 10 ans. Donc je le connais par cœur, mais après, non, maintenant les mecs roulent fort en cross, je n'aurais pas forcément le niveau, même si je roule encore avec quelques jeunes des fois là-bas, mais avec une moto d'enduro, on a quand même 10 kilos en plus, moins de puissance, ça reste très compliqué, quoi.
Donc j'aimerais un jour, mais pour l'instant, je n'ai pas la possibilité de pouvoir faire une course là-bas. Je fais juste des entraînements. D'accord. On voit que tu as un bon coach aussi, puisque je sais que tu as Théo Espinas avec toi, un jeune pilote qui débute en enduro. On a une question de Pierrick, de Benoît, qui nous demande si Théo est aussi fou en motocross qu'en enduro, et est-ce que tu as réussi à le calmer peut-être? Ça, c'est la question que tout le monde pose. C'est vrai que Théo, ça a été assez incroyable. Moi, il y a 2 ans, j'avais besoin de quelqu'un pour m'entraîner, parce que je m'entraînais depuis 1 an ou 2 seul. Et j'ai trouvé que s'entraîner seul, c'était pas la solution pour continuer à progresser ou garder le niveau. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un mec qui soit de la région et pourquoi pas lui faire découvrir l'enduro. Et donc, j'avais fait la finale de la Ligue d'ailleurs à Castelnau. Et j'ai regardé un peu tous les mecs qui roulaient, qui étaient jeunes, et lui, je le connaissais vite fait. Et du coup, j'ai dit, mais pourquoi pas le lancer là-dedans. Lui, s'il a aucune attache en cross, il faisait pas de très bons résultats, il s'est souvent blessé, mais il était jeune, c'était important. Et du coup, j'ai prêté ma moto pendant 2 mois et j'ai dit, tu vas venir t'entraîner avec moi tout l'hiver, voir un peu qu'est-ce que tu vaux. Et si ça te plaît, tu continueras en enduro. Et puis ça fait 2 ans voilà, qu'on bosse ensemble. Et maintenant, il vit à Albi, à côté de chez moi. Et il est vraiment fou, par contre. Ça, c'est sûr que lui, j'en ai vu des fous, mais lui, c'est un sacré niveau. Mais par contre, il est très fort sur la moto. Il a des grosses qualités. J'espère juste qu'il évitera la blessure et qu'il avancera petit à petit comme il a avancé ces 2 dernières années. Ouais. Après, il a été formé au début, il a été formé un petit peu comme toi à tes débuts par Pascal Filon. Est-ce que tu retrouves des techniques d'entraînement que Pascal t'avait apprises? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Même si j'aime bien Pascal, on discute pas mal et tout. Mais non. Il y a Steve Bernard qui l'a quand même bien aidé aussi de la région. C'est lui qui l'a entraîné les dernières saisons. Donc il a été quand même coaché par des professionnels au départ. Donc il a quand même des bonnes bases. Après, il a une très bonne base physique. Il a une très bonne base physique, ça c'est quand même important en enduro. Et voilà, après, est-ce qu'il réussira, on ne sait pas, mais il a fait son bonhomme de chemin pendant 2 ans. Et maintenant, quand même, il est à l'usine avec moi. C'est pas tous les pilotes qui sont directement dans une usine à tout juste 20 ans. Moi, j'y étais qu'à 25 ans, 26 ans. Donc maintenant, c'est à lui de faire les bons choix et de prouver. Après, on sait que Théo a énormément de qualités. Moi, je roulais avec lui en ligue. Et c'est vrai qu'il a de très très grandes qualités techniques. Mais en étant fougueux comme ça, est-ce que tu penses qu'il va arriver un jour à se calmer et justement à se mettre au pli de l'enduro qui fait qu'il faut être doux, qu'il faut être calme, qu'il faut être réfléchi, qu'il faut savoir gérer la course qui est assez longue, gérer la saison qui est encore plus longue? Est-ce que tu penses qu'il pourrait y arriver à terme, à atteindre, on va dire, à peu près le même niveau que toi, le haut niveau, on va dire? C'est ce qui lui manque, ouais. Mais pour ça, il faut qu'il soit suivi de A à Z, quoi. S'il n'a pas quelqu'un derrière, actuellement, même depuis qu'il a commencé l'enduro, il ne pourra pas y arriver, c'est pas possible. Là, il y a trop de choses à travailler. S'il se retrouve seul avec ses parents pour aller sur les courses aujourd'hui, dans la même situation, il a très peu de chances d'y arriver. Faut qu'il soit à l'écoute et qu'il soit suivi. Et il avait réussi à le faire l'année dernière avant de se blesser. Malheureusement, du coup, il a pris pour 5 mois avec ses croisés. Donc là maintenant, sur les entraînements, on a tous ces défauts qui reviennent. Comme tout jeune pilote, quand on se blesse, on croit qu'en bout de mois, on est revenu au niveau, mais pas du tout. Il y a trop de choses à travailler, il y a trop de paramètres qui rentrent en jeu. Donc il faut tout remettre en ordre et il n'y a pas de raison. Il va récupérer son niveau. Voilà, il faut y croire. Après, lui, il a une grosse motivation, très très grosse. Donc il faut se servir de ça et les défauts, on va finir par les corriger. Ouais. Je passe juste sur une question de Valérie qui te demande de toute ta carrière, quelle est la victoire qui t'a procuré le plus de fierté? J'ai pas bien entendu. De ma carrière, le plus de plaisir? Ouais, le plus de fierté au niveau de ta victoire. Tu sais, quelle est la victoire sur laquelle tu es le plus fier? J'avais été fier quand même quand je roulais en cross d'avoir fait un beau podium en championnat du monde sur une course. J'avais fait 3 et 2. Même si j'en ai pas fait 50, c'est vrai qu'un podium mondial en cross, moi qui roule en cross depuis tout petit, c'était vraiment l'objectif. Donc là, j'avais remonté la pente de 3-4 années de blessure. Donc c'est un gros souvenir. Après, en enduro, je suis passé quand même dans autre chose, quelque chose de différent.
on voit pas les choses pareilles quand même en enduro. En plus, j'étais plus âgé, j'avais 25-26 ans, mais j'avais gagné une journée de Grand Prix. Donc voilà, c'était l'aboutissement de pas mal de travail. Après, j'ai vu quand même mes limites en championnat du monde, donc j'ai vu où c'est que je pouvais aller au maximum et que j'aurais du mal à récupérer un titre, quoi. Donc c'est pour ça que je suis parti en classique. Bon, je crois qu'on est pas trop mal, là. Jérémy, on t'avait dit un quart d'heure, ça fait déjà 25 minutes. Si tu gagnes pas, on va dire que c'est à cause d'Amix Réflexion. On va passer à la rubrique suivante, mais tu peux rester un petit peu avec nous. Moi, on voulait parler du Supercross US. Du coup, Juste avant tu peux regarder l'épreuve de la Triple Crown. Ouais, j'ai regardé, bien sûr. J'ai regardé ce format un peu particulier. C'est vrai que c'était une belle course, un circuit assez difficile à doubler. Du coup, le départ était vraiment primordial. C'est vrai tout le monde se suivait un peu, on n'a pas trop pu voir de grosses bagarres, mais après, il y en avait beaucoup qui revenaient de blessures. C'est un championnat, c'est fou, hein, depuis le début, là. C'est quand même incroyable de voir des mecs arriver, être au sommet à la première épreuve, se blesser à la seconde, revenir à la troisième. Enfin, c'est Thomas qui gagne alors qu'il se fait mal il y a 15 jours. Non, là, c'est assez impressionnant, mais c'est des belles courses et je me régale à suivre. Juste avant de continuer, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions, il y a pas mal de monde qui suit. N'hésitez pas surtout à partager la publication pour le live, comme ça le maximum de personnes peut poser les questions qu'ils le souhaitent à Jérémy. On continuera d'en poser à la limite s'il y a des choses sur lesquelles il n'a pas répondu. Moi par contre, je voulais te demander, Jérémy, qu'est-ce que tu penses toi justement de cette épreuve un peu spéciale qu'il y a eu avec les 3 manches là? Par rapport à la préparation du pilote, on va dire. Comment ? Du point de vue du pilote, tu sais, par rapport à sa préparation, ça change un petit peu, ça peut les perturber, il peut y avoir des choses alors qui peuvent être bien pour le public, beaucoup moins pour les pilotes, et justement, on va essayer de parler de ça un petit peu là. Ouais, c'est... mais là, on a vu vraiment 3 manches, ça fait quand même beaucoup de tours, hein. Si on regarde le nombre de tours en tout cumulé, ça fait, je crois que la dernière manche, elle est de 19 tours, un truc comme ça. Ouais. Ça fait énormément de tours sur 3 manches. Faut être déjà très costaud physiquement. Je pense que ça devait être encore plus dur que les autres soirées. Et puis très concentré. Si on loupe un départ, on l'a vu, ils partent 15e, mais comme Anderson, ils reviennent 7, alors que c'est le plus rapide. Et ça a été pareil pour les autres. Hein. Ça n'a pas dû être une course facile, hein. Plus dur que les autres, je pense. Donc voilà. Après, on a quand même vu, c'est toujours les mêmes qui sont quand même devant. Les plus réguliers, les plus costauds, hein, sur le classement des... Ce qui est pas mal, c'est que c'était un classement sur 3 manches et que c'était au point. Du coup, c'était pas, par exemple, 25 points par manche, quoi, ou 26 points par manche. Là, ça aurait été plus compliqué. Là, c'était le classement général où on a retrouvé les meilleurs devant. Après, moi, je sais pas parce qu'avec Nico, on a un peu un avis différent là-dessus. Moi, je trouve que le fait de faire une épreuve différente en plein milieu du championnat, il y a du bon, il y a du moins bon. On va dire que pour le public, c'est quelque chose qui est très très bien parce qu'il y a 3 manches, les fans ont l'occasion de voir leur pilote préféré à 3 reprises, de voir 3 départs. Pour moi, pour le public, pour la bagarre, pour tout ce qui est audimat, pour tout ce qui est promouvoir le supercross et le motocross, c'est top. Après, du point de vue du pilote, je me mets à leur place. Et d'un point de vue psychologique, d'un point de vue mental, d'un point de vue préparation, je trouve ça compliqué de changer le format en pleine saison, qui est quelque chose qui soit complètement différent. Et je trouve que pour un pilote, d'ailleurs, on l'a vu parce que sur les départs, je sais pas, mais l'année dernière, sur chaque départ, on avait Thomas qui était devant, on avait Musquin qui était 2, et on avait chaque classement déjà établi, on va dire, après le premier virage, en gros, on va dire en gros. Et là, c'était très très différent. On avait des très mauvais départs d'Anderson, on avait des choses un peu différentes. Donc, moi, je suis mitigé par rapport à ça. Et je trouve qu'il y a du très bon pour le sport, du moins bon pour le pilote. Peut-être qu'un week-end off après pour les pilotes aurait été pas mal. Voilà, mettre en place ou faire ça sur les 3 dernières épreuves. Voilà, pourquoi pas. Je sais pas. Je suis un peu mitigé par rapport à ça. Ouais, je pense quand même pas mal comme toi. Hein. Moi, je suis un peu du même avis. Ouais. Je trouvais ça... ça a changé au niveau des classements. C'est vrai qu'on retrouvait des pilotes qui normalement sont quand même bien, mais se retrouvaient vraiment devant à chaque fois, comme Brighton, tout ça. Ils se retrouvent vraiment dans le coup à chaque fois en faisant des bons départs, sur des manches comme la première assez courte.
Là, c'était 3 départs importants. Avant, sur un schéma normal, c'est le départ de la série est important, mais bon, c'est pas très grave. Il y a un seul départ, c'est la finale. C'est celui-là qu'il faut pas louper, c'est celui-là où il faut être devant. Là, il y en avait 3, c'est 3 finales, il faut être les 3 fois devant. Et il n'y a pas grand monde qui a réussi vraiment ces 3 départs. Ouais, exactement. S'il a réussi 2 et le 3e départ, il s'est retrouvé loin, il a eu du mal à revenir. Ouais, je pense que pour le public, c'est vraiment fun de voir 3 courses hyper importantes, et même avec les 2,5 où ça fait plusieurs courses. Je pense que le public a dû se régaler, hein, il n'y a pas de photo. Ouais, bon, c'est un petit peu ça. Après, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour le pilote, ça doit pas être simple à gérer. Maintenant, c'est des professionnels. Je pense que pendant l'intersaison, ils avaient un petit peu anticipé ça. Puis bon, il y avait besoin de changement aussi. Les Supercross, moi, j'ai toujours connu le même format. Alors, ils sont revenus un petit peu en arrière avec les semis pour les 450. Et là, ils sont repassés sur les hits et tout ça. Moi, je pense que c'est bien un petit format style Monster Cup. C'est la première année qu'ils le font. Je pense que la première épreuve, c'était pas du tout loupé. Le spectacle était au rendez-vous. Après, voilà, évidemment, tu retrouves des mecs, même on avait peur tous de retrouver Vince Freeze aux avant-postes qui découpe tout le monde, que ce soit un carnage. Bon, finalement, il est parti, je crois, en tête à une finale, mais il est tombé de suite, donc ça a réglé le problème. Mais ouais, c'est bien. Je trouve on retrouve des gars comme Brighton, un mec comme Grant aussi, qui est assez agressif, qui a roulé devant parce qu'il est parti devant. Moi, je pense que c'est bien. Même, ils ont aussi changé le format des points pour cette saison. Je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien, ce changement. Après, heureusement qu'on n'a pas eu le Mike Alessi de l'époque qui faisait des départs en tête à chaque manche. Parce que sinon, c'est vrai que le résultat final aurait été un peu faussé. Alors, bien sûr, il y a des manches qui sont de plus en plus longues, mais sur les 2 premières, il aurait pu faire quand même un beau résultat, vu qu'à chaque fois, il partait avec 2 motos d'avance sur tout le monde. Ah ouais, bah, c'est sûr. Lui, la première finale, elle aurait été pour lui. Après, sur 19 tours, quand même, vu que maintenant c'est à la minute, en tout, ça fait des manches assez longues. Bon, j'ai vu en plus qu'ils n'avaient pas la possibilité de passer à côté des hooks, donc pour Alessi, c'est dommage. Ouais, c'est sûr, mais les manches sont quand même longues. Ça, c'est impressionnant. Ils font des fois 25, 26 tours sur un circuit de Supercross. Quand on sait ce que c'est de faire 4-5 passages à des hoops, 26 passages, il faut être sacrément entraîné, sacrément costaud. Après, apparemment, il y a Nico qui a une petite info croustillante qui nous vient des États-Unis par rapport à l'ex-femme de Roxanne qui serait avec Webb. Allez, dis-nous un peu plus sur ça. Ouais, mais on a vu que c'était un petit peu agressif entre eux là. Ça se bagarre fort. Webb, à la première épreuve, il a complètement essayé de sortir Roxanne. Et voilà, c'est un fait. Après, peut-être il n'y a pas du tout de lien de cause à effet. Mais bon, ce qui se dit dans les pits, quand même, c'est ça, c'est que voilà, l'ex de Ken Roxanne est avec Cooper Webb actuellement. Il y a eu une petite guerre aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça entre les deux, et là, ils essayent de régler ça sur la piste. T'en penses quoi, toi, Jérémy, mélanger le côté amoureux du paddock avec ça? Puis c'est son ex, ça va. C'est pas de problème. Toi, ça veut dire que t'as vu pire. Toujours pire. Ça c'est une histoire, ça se règle. Entre eux, on peut pas s'en mêler. C'est clair. D'ailleurs, en revenant sur Webb, qu'est-ce que t'en penses? Là, ça commence à être compliqué. Je pense qu'on va pas tarder à tirer la semaine d'alarme. Il fait à peine dans le top 10. C'est un gars qui voyait sur le podium à la place de Barcia. Bon, finalement, c'est Barcia, tant mieux pour Yann. Mais c'est compliqué pour lui. Là. Ben, c'est vrai que c'est un mec que je suivais au début, il y a 2 ans, là, qui roulait très fort. Mais c'est vrai qu'on l'a pas trop vu l'an dernier. Il s'est blessé, il a pas été trop devant. Et puis là, rebelote cette année. Après, on sait que ça tourne vite. Un mec comme Barcia, on l'a pas trop vu aussi. Et là, il revient devant. C'est assez fou. Il se retrouve vraiment à jouer la gagne à chaque fois. Super agressif, physique. Il tient ses manches, technique. Enfin, la totale, il me ressort là. Le gros style et ça passe en plus. Après, je sais pas quand même si ça va passer toute la saison. Mais en tout cas, c'est beau à voir. Là. Ouais, c'est clair. Après, du coup, ça doit être très très difficile à accepter pour Webb, qui se plaint énormément de la moto depuis l'an dernier. Là, Barcia, il monte dessus après un mois de préparation, mais il fait des podiums. Maintenant, l'excuse de la moto, je pense qu'il peut plus l'utiliser. Ouais, non, je pense que là, il n'y a pas d'excuse. Les motos à ce niveau-là, c'est le top. Hein. Ça peut arriver qu'il y ait des soucis, mais bon, là j'y crois pas trop sur la gamme. Je pense pas qu'il y ait de gros soucis. Après, on a aussi vu Roxanne sur cette épreuve en demi-teinte. Personnellement, je pense que la blessure qu'il a eue l'année dernière, il a tout fait pour montrer dans les réseaux sociaux que ça lui faisait rien. Il a reroulé avec la tenue de l'année dernière. Toi, par rapport à ça, vous en pensez quoi? Alors, par exemple, Jérémy, tu penses quoi? Toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose, la barrière mentale, même si on essaie d'y faire obstacle, elle est toujours là, elle est toujours présente? Le fait qu'il se soit blessé à cette épreuve-là l'année dernière?
Je pense que ça, il y a pensé un peu au début, mais après, une fois qu'il était dans la course, il l'a oublié. Mais là, il a raté ses départs. Après, on voit quand même dans son pilotage qu'il a un petit peu changé par rapport à l'année dernière, ou les saisons avant, où il était quand même assez physique, assez puissant. Là, il roule un peu plus à la technique. Je pense quand même son bras le gêne un peu. Il le dira pas parce que lui, pour lui, il est à 200%. Mais je pense qu'il a changé un petit peu sa façon de rouler. Techniquement, il risque d'être encore plus précis, encore meilleur. Mais sur un championnat comme ça, aussi difficile, aussi physique, on voit l'épreuve précédente où Anderson le double sur un enchaînement assez physique, quoi. Et il a carrément déposé. Hein. C'était un autre niveau physique, voilà. Là, il n'y avait pas photo. Après, c'est un peu normal. Hein. Lui, il revient de sa moto. Il a un bras qui ne doit pas être à temps. Il faut le laisser revenir, mais il est tellement fort mentalement et techniquement que je pense qu'il est capable d'aller chercher le titre. Hein. C'est vrai qu'il va falloir. Après, il a dit lui-même, il a dit qu'après la course, il a dit voilà, ça fait 1 an pile poil que je me suis blessé. J'y ai pas pensé, je me suis dit que j'étais vachement plus fort et tout ça, mais il le dit quand même inconsciemment. Alors peut-être qu'il le dit parce qu'il a fait une mauvaise course, mais il dit c'est forcément dans un coin de ma tête. Quoi. C'est ce qu'il dit. C'est sûr, mais ça c'est certain. Après, on voit que Rogzen est quand même bon, hein, parce qu'il a réussi à faire abstraction de ça sur les premières courses. Mais c'est vrai que au point de vue pilotage pur, si on regarde la saison dernière et cette saison, il y a beaucoup moins de scrub, il y a beaucoup moins de choses qu'il faisait avant. Il arrive quand même à aller vite, donc on va voir si sur le long terme c'est faisable. Mais bon, c'est vrai qu'en rouler avec le bras comme il l'a, il faut adapter son pilotage, il faut que le corps s'adapte. Et petit à petit, peut-être qu'il va réussir à s'y faire. Toi, Jérémy, est-ce que tu le pronostiquerais dans le top 3 final? Oui, bien sûr qu'il sera dans le top 3, à part qu'il se passe mal, mais je pense du coup il va jouer plus à la régularité. On l'a vu quand même assez serein, même en partant loin, il a fait attention, il n'est pas tombé, il aurait pu rouler à bloc ou au-dessus de ses pompes et tomber et faire rien, et puis rouler faire 4 et rien encore à la finale. Non, il essaie d'être régulier, il sait que ça va payer sur le championnat. On a déjà vu Thomas qui a loupé 2 courses, Musquin pareil à la seconde, même là. Donc moi je le vois bien régulier tout au long de la saison, mais il manque, pour moi, il manquera de physique et de force pour aller chercher vraiment le titre. Et toi, aux mecs qui sont vraiment préparés. Et toi, Nico, du coup, tu verrais qui sur le top 3 final? Pronostic? Top 3 final, j'aimerais bien voir la remontée de Thomas, même si ça va être compliqué parce qu'il a loupé les 2 premières épreuves. Je pense qu'en plus il n'est pas encore à 100% avec son épaule. Mais je verrais bien, là, sur le papier, je pense que c'est Anderson, il est bien parti. Si tu avais posé la question avant la saison des 2 pilotes qu'il aurait voulu out au bout de 2 épreuves, il aurait forcément dit Musquin et Tomac. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Donc là, maintenant, il n'a plus que Rogzen, mais Rogzen, il sait que voilà, c'est un petit peu un point d'interrogation à cause de son bras. Donc pour moi, définitivement, Anderson. Voilà, c'est que des pronostics. Hein. C'est pas forcément lui que je voudrais voir gagner, mais je dirais Anderson vainqueur à la fin de la saison. Anderson, Rogzen, Tomac, je pense. Ouais, je pense aussi. Moi, je suis dans le même. De gagner 5 ou 6 courses ou 8 courses d'affilée. Ouais, je suis dans le même état d'esprit, à part grosse blessure, parce que ça peut arriver à ce niveau-là. Mais sinon, le top 3 se dessine petit à petit, et bon, il peut y avoir du changement. Il faut oublier Colsili aussi, qui est très régulier, parce que même si Thomas gagne 9 épreuves derrière, un gars comme Colsili, il fait mal. Hein. Ouais, il est toujours là, bien sûr, il va jouer le podium. Mais moi, je suis très déçu pour Musquin, hein, vraiment. Là, le jour où je l'ai vu se blesser, c'est incroyable de passer de l'euphorie de cette victoire-là à la première épreuve, en ayant gagné toutes les courses de préparation, et la semaine d'après, rouler déjà aussi mal. Alors, on aurait dit qu'il roulait comme s'il était blessé, et se faire mal en plus, se déboîter une épaule. On sait que se déboîter une épaule, c'est jamais bon, ça peut récidiver à chaque fois. En plus, vu son gabarit, ça peut aller très vite. Hein. Je suis tellement déçu pour lui. Moi, je le voyais quand même vraiment jouer le titre jusqu'au bout. Là, même en revenant bien, avec 2 courses out et une épaule comme ça, je vois pas comment il pourrait aller chercher le podium final. Ça serait fou de le voir se jeter dans les hoops à fond, là, avec une épaule comme ça, si tôt. J'attends de voir. Ils sont vraiment forts, hein, mais là, il est revenu au bout d'une semaine. J'y croyais même pas. C'est surhumain, quoi. Alors c'est vrai que ça risque d'être compliqué. En plus, on a vu Musquin au Supercross de Paris, on y était. Et c'est vrai que ce qu'on se disait, c'est que c'est le meilleur pilote du monde, sauf dans les hoops en fait. Donc les hoops, ça a l'air d'être son. Beaucoup de gabarit quand même. Hein. Dans les hoops, il faut quand même beaucoup de force. Hein.
Ouais, ça a l'air d'être son point faible. Ça permet de mieux tenir la moto. Lui, il est quand même assez fin. Bon, il est très fort quand il les saute, forcément, parce que c'est comme des sauts, il est très technique. Mais c'est vrai que ça lui manque ça. Il lui manquerait peut-être 5 ou 8 kilos pour vraiment être costaud et pas que la moto ne bouge pas, quoi. Ouais, exactement. Les gars qui ont toujours été rapides dans les hoops, c'est des mecs comme Reed, Stewart, qui sont vraiment des gars un peu plus solides musculairement, on va dire. Marvin a le physique pour moi de la moto, du motocross. C'est indéniable, il a un cardio de fou, surtout voilà, avec les entraînements qu'il mange en ce moment. Mais dans les hoops, c'est pas forcément le gabarit. Il a vraiment de la puissance, quoi. C'est de la force pure, quoi, je pense. C'est de la force musculaire. Les mecs comme Reed, ils ont des épaules et ils sont tankés, quoi. Les mecs, les motos, elles bougent pas, quoi. Ou, comment il s'appelle sur la Suze, Pike, ouais. Lui, ça bouge pas. Ah, lui, il a la physique de bûcheron, lui, quand il. C'est impressionnant. D'ailleurs, même quand il met des droites sur je me rappelle plus qui, ça a l'air de faire mal. C'était Vince Freeze aussi. Ouais. Ça a l'air de taper fort. Non. Voilà, après, par rapport au Supercross, si on parle rapidement des 2,5, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors du coup, Nico, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, des 2,5? 2,5, c'est fou, parce que c'était assez prévisible pour Plessinger. Il part mal et là, il a payé cash. Ouais. Alors, c'était quelque chose dont on pouvait se douter. Bon, Plessinger, son gros point faible, c'est les départs. Là, il y en avait 3, il y a des manches un peu plus courtes, donc du coup, il l'a payé cash. Après, c'est vrai qu'on a vu pas mal de bagarres entre Savaggi, Cianciarulo qui est encore tombé aux essais apparemment. Voilà, ça. Ouais, Cianciarulo apparemment c'était compliqué. Même il y en a qui disaient ça aurait été au football américain, il aurait même pas laissé repartir parce qu'il s'est rappelé vachement tard de ce qui s'était passé, tout ça. J'étais vraiment étonné qu'il le laisse partir pour la soirée, quoi. Moi, j'ai vu le crash juste, je pensais pas qu'il allait rouler. Après, j'ai vu dans les finales. Après, pour être honnête, les 2,5, j'ai regardé que le résumé, donc j'ai pas vraiment vu les finales. Je regarde beaucoup le 4,5, mais le 2,5 un petit peu moins. C'est vrai qu'avec ce format... les enduristes, ils chient sur les crossman. C'est beau ça. C'est vrai qu'avec ce format, il faut se poser le lundi en RTT pour regarder toutes les courses parce que ça commence à faire long. Voilà, déjà le dimanche matin, la matinée complète. Ouais. Bon, sinon, si on parle un peu de conseils, on va dire, pour les pilotes un peu de ligue, un peu de championnat avec un niveau un peu plus faible. Nous, on s'était noté une question avec Nico. Est-ce que tu penses, toi, Jérémy, qu'il vaut mieux s'entraîner dans la boue, par les temps qu'il fait en ce moment, ou alors faire des kilomètres pour rouler sur des terrains un peu plus secs, comme en Espagne, en Italie, par rapport à l'endroit où on se situe en France? Si on vient un peu du nord, on va dire faire passer des vacances, une semaine en Espagne, comme on le voit. Et on voit d'ailleurs que les pilotes pros, on voit pas mal de pilotes pros qui s'entraînent sur les terrains espagnols, italiens. Qu'est-ce que tu penses, toi, par rapport à ça? Ça, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup qui fuient le mauvais temps et qui vont toujours rouler sur le sec. C'est quand même mieux. En général, en saison, il fait beau. C'est rare qu'on ait des conditions de boue, mais il faut faire un petit peu des deux. Il faut quand même rouler dans la boue, mais je pense que c'est une bonne solution de partir rouler en Espagne. Mais y aller pour un jour, 2 jours, c'est comme partir en Belgique, rouler dans le sable pour 1 jour, 2 jours et rentrer, quoi. Je pense qu'il faut faire. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, on va dire. C'est vrai qu'un pilote amateur, il peut partir que les week-ends. Mais s'il veut se faire plaisir, oui, il faut partir rouler sur des terrains secs avec du beau temps. C'est là qu'on s'amuse. Après, quand on est professionnel, faut savoir rouler partout et il faut faire des blocs d'entraînement. Moi, je pense qu'il faut partir à chaque fois rouler au moins une semaine et après rentrer, rouler une semaine et en étant plusieurs. Après, les conditions, les circuits, que ce soit boue ou sec, il faut savoir rouler partout. Moi, je pense que c'est bien de faire moitié-moitié. Hein. Ouais. Moitié. Ouais, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'on voit pas mal de pilotes aussi qui cherchent à s'entraîner dans le sable parce qu'on voit les Kiroli, les Erlings qui roulent dans le sable. Moi, je pense que personnellement, ils s'entraînent dans le sable, surtout parce qu'ils ont des courses dans la saison qui sont dans le sable. Qu'est-ce que tu penses, toi, des pilotes qui s'entraînent dans le sable et qui n'ont pas de course au final dans le championnat qui se passe sur le terrain sablonneux? Ah ouais, non. Mais il faut s'entraîner dans les conditions qu'on va retrouver. Moi, je sais par exemple que j'ai beaucoup de terrains dans la boue. En classique, déjà en France, il y a des endroits où il y a de l'enduro, c'est souvent de la boue. Donc moi, je roule beaucoup dans la boue. Après, au championnat du monde, sur 18 courses, en cross, je parle, il y en a quand même 14 ou 15 ou 14 qui sont sablonneuses ou gros sable. Donc il faut aller rouler dans des conditions comme ça. Et on sait que le FIEF, pour le championnat du monde, il est en Belgique, en Hollande, en Allemagne, tout se passe là-haut.
si aujourd'hui on n'est pas là-haut, dans un team ou quoi, c'est quasiment impossible de rouler devant dans les 5 en MX2 ou en MX1, c'est pas possible. Toi, quand tu as été l'année où tu as été champion d'Europe, tu as atomisé tout le monde. Je me rappelle à l'ouverture à Castelnau, et c'était sur du béton évidemment. Quand tu allais dans le sable, ça se passait comment pour toi? Oh, mais j'avais pris une rouste comment ça s'appelle, à Lettonie, à Kegums, là. J'y étais allé, moi je roulais jamais dans le sable quasiment, ou très peu. Je commençais à le découvrir, j'étais allé un peu l'hiver parce que je savais que si je voulais réussir là-dedans, il fallait que j'aille là-haut, mais j'avais pas d'appartement, j'avais rien, quoi. Donc pouvoir y aller, ça coûte cher. Donc c'était assez compliqué, j'avais pas de team non plus parce que j'étais en privé. Donc j'y suis allé un petit peu comme ça. Et au final, quand j'ai vu la route que j'ai pris à Kegum, ça va, je gagnais quasiment toutes les courses, j'étais sur le podium. Je me suis retrouvé à faire, je sais plus combien, 13 et 22 quoi, là-bas. Donc j'ai dit, faut arrêter les frais là. Donc là, je me suis mis à rouler à la sable. Je suis parti 2-3 mois avec mon camping-car en Belgique et j'ai passé tout l'été là-bas parce que j'avais une course en Hollande aussi. Et puis ça rentrait petit à petit. Mais ça ne va pas rentrer en roulant 5 jours, 7 jours dedans. Il faut vraiment y rester, quoi. Et c'est ce que j'ai fait après en cross, après un championnat du monde, à l'MX2, quand je suis parti dans le team italien. On avait un appartement là-haut. Et là, vraiment, on fait du boulot, quoi. Là, il y a ton mécano, tu rentres, il te lave ta moto, toi, tu fais ton sport, et tu es vraiment avec les pros là-haut. Et c'est comme ça que tu progresses. Il paraît que c'est impressionnant parce que quand tu vas là-haut, tu vois des mecs qui roulent avec les coudes en bas et tout ça, mais dans le sable, ils sont vraiment impressionnants, quoi. C'est limite du niveau élite chez nous, quoi. Ah oui, mais bon, par contre, par exemple, on prend un mec qui est fort en ligue chez nous, comme Roussali, un mec hollandais ou un mec qui roule au mondial va venir à Castelnau ou chez lui à Tacon, il va pas aller plus vite que lui. Par contre, dans le championnat du monde, il va lui mettre 8 secondes de tour, quoi. C'est différent. Nous, on a des circuits, on sait rouler vite, les mecs de la région savent rouler vite chez nous, il n'y a pas photo. Après, dès qu'on les sort d'ici, et ça a toujours été le problème, moi, les mecs roulaient quasiment aussi vite que moi ici, ou à 1 seconde. On allait rouler à Roumanie ou sur des terrains défoncés avec des grosses ornières, ça montait à 6-7 secondes de tour. C'était incroyable, ça faut savoir rouler vraiment partout. Et après, je me fais pas tout de suite. Enfin, c'est très bien que les mecs, nous, dans la ligue, ils roulent vite. Si on va à Bruyères ou si on va à Haute-Rue, tu prends les ligards, les meilleurs ligards, ils suivent les top pilotes, il n'y a pas photo. C'est ça, puis à l'entraînement, en plus, on prend les chronos. Quand il y a des mecs du mondial qui viennent du sable, là, on prend les chronos à l'entraînement parce que c'est là que ça compte. Et oui, voilà. Exactement. Il y a des mondial qui vont à la faire les Oliviers, là-bas, qui va, c'est leur fief, ils sont imbattables, les mecs, là-bas. Donc, c'est clair. T'avais Ebert qui venait à l'époque, il prenait des roustes par des gars qui faisaient la ligue, quoi. Où il roulait même pas à fond, lui, mais les mecs disaient, putain, moi je roule comme Ebert, moi je roule en 80, je voyais ça, je suis putain, ces mecs-là ils roulent comme Ebert. Ils arrivent aux premières courses, au Cross Inter, il n'y avait plus personne, Ebert il était devant, les autres ils étaient 30e. Ouais, encore sur les Cross Inter, c'est même pas là qu'ils forçaient, c'est que ces gars-là ils sont très très forts, ils savent forcer au moment où il y a l'objectif. Voilà, le mec il a coupé 3 mois ou 2 mois, il reprend au mois de janvier, il vient rouler dans le sud, au beau temps. Qui tombe sur des mecs, je sais plus qui c'est qu'il y avait à cette époque, mais des mecs qui roulaient même en 125, des mecs comme Pourciette par exemple qui commençaient en 125, Sébastien qui roulait, c'était le fusée, et il y avait Evert qui était en 4,5, il roulait à peu près pareil, quoi. Sauf qu'il y en a un qui faisait peut-être des matchs de 45 minutes et l'autre il faisait tout chrono, quoi. Voilà, pour chrono, et l'autre il faisait des matchs de 40 du foncier et il allait les mêmes temps, ouais. Après, il a roulé à 60%. Après, au niveau des commentaires, on a Sébastien qui relance le sujet épineux pour savoir si je vais rouler dans le sable, si je vais faire le Touquet ou pas. Parce que Jérémy, je sais pas si t'es au courant, on avait fait un défi avec Nico pour le défi backflip. Et s'il le réussissait, je devais m'inscrire au Touquet en 2019. Et comme tu l'as dit, quand on roule à Midi-Pyrénées, on est loin d'être des spécialistes du sable. Et du coup, s'il avait réussi, j'aurais dû vraiment me préparer 3 mois et faire le Touquet. Heureusement pour moi, il l'a pas fait. Donc de côté, ça m'arrange. Donc voilà, soit on te propose à toi, Jérémy, de faire le backflip. Et là, du coup, je participe au Touquet 2019. Soit on trouve un autre défi un peu plus accessible. Voilà, je vais pas me jeter à faire le backflip. J'aimerais bien le faire, mais je pense que j'ai quand même du boulot, ouais. Ouais, c'est pas... Mais le Touquet, par contre, c'est quelque chose, je sais pas si vous l'avez déjà fait, quelqu'un, mais c'est quelque chose à faire. Tu l'as fait, toi? Je l'ai fait qu'une fois, et j'adore les courses de sable en plus.
Mais c'est toujours pareil, on n'a pas de moto préparée pour le sable, on n'a pas de moto de cross, et là c'est important d'avoir une moto de cross pour jouer devant, bien sûr si c'est pour le faire et faire 50e, c'est pas intéressant, mais pour jouer le top 10, il faut avoir une super moto. Et non, c'est vraiment un truc incroyable, là-bas, l'ambiance, le tracé, tout, il n'y a que là-bas qu'on voit ça. Il faut le faire au moins une fois. Ouais, faut le faire. Après, moi, je pars du principe que pour faire ça, pour faire une course de sable, il faut vraiment être affûté pour ça et être préparé. On peut pas y arriver sans entraînement. Et, pour moi, c'est du même. Il faut être prêt. Ouais, voilà, faut être prêt, sinon. Faut que la moto tienne bien, faut l'avoir testé. Si c'est pour aller là-bas, ça coûte déjà cher et rouler 30 minutes, que tout casse ou qu'il y a un souci, c'est pas la peine. Non, quitte à aller là-bas, il faut sacrifier 2 mois, 3 mois de préparation, mais vraiment faire tout ça. Alors, genre un week-end sur 2, aller rouler 2 jours dans le sable. Moi, j'ai des collègues qui le font chez moi, là, depuis 2-3 ans, là, et puis ils se régalent, et franchement. Non, ça à faire. Ça, c'est quelque chose, je pense que j'arrêterai l'enduro. J'aimerais bien faire une saison ou 2 de sable pour le fun, quoi. Vraiment. Ouais. Bon, voilà, c'est bien, t'as encore donné des excuses à Blaise pour pas qu'il le fasse. Bravo. Il avait pas besoin de ça, je te rassure. Ouais, il avait pas l'air trop motivé. Ouais. Oh, pas des masses. Quand il me voyait faire le backflip dans la mousse, je voyais qu'il transpirait, la goutte qui commençait à tomber. Il s'est dit, aïe, c'est pas bon pour moi. Ah, j'étais pas hyper motivé, mais bon, après, s'il faut le faire, je vais le faire. C'est un pari, donc voilà. Faut pas s'échapper. Ouais. Non, mais tu regretteras. Ouais, d'ailleurs, Nico devait se mettre en enduro aussi, donc à voir. C'est vrai, moi j'ai fait un pari stupide, mais je vais l'honorer. Ne t'inquiétez pas, je l'ai dit, même dans un texte publié sur MX Réflexion, j'ai dit que si la France gagnait avec un enduriste dans l'équipe en nation, je m'achetais un 125 d'enduro. Bon, mais voilà. Là, il va dire. C'est pareil, quand je voulais, et en plus, bon, je voulais qu'il gagne quand même, je suis vraiment chauvin à 100%. Avec Blaise, on y était, en plus, on était en Angleterre dans la boue. On hurlait qu'on n'en pouvait plus sur Charlier, c'était énorme, mais bon, dans ma tête, je me disais, oh putain, quand je vais rentrer, je vais devoir aller sur le bon point. Il y en a qui m'écrivent pour des messages sur le live, ouais, ils me chauffent encore. Je vais le faire. Faut juste que, bon, pas d'excuses, je vais le faire. Voilà. Alors, si tu l'as, il faudra venir rouler un coup à l'enduro avec nous. Ouais, mais oui, d'ailleurs, on a programmé un défi, alors ça sera peut-être pas pour moi, mais pour Blaise, parce que bon, voilà, Ah. Bon. Ça va couper, Nico. Ça va couper, Nico, tu vas pouvoir répéter. Ouais, ça a coupé. C'est pas grave, j'étais en train de te chambrer, je disais que non, le défi enduro, c'était pour toi. Ouais, pourquoi pas faire un défi enduro, alors de voir avec toi, Jérémy, si t'es motivé. On peut se faire... Ouais, mais on a ce qu'il faut, pas trop loin, là, à côté d'Albi ou quoi, ou ailleurs, même, mais on a ce qu'il faut pour bosser. On va nous faire une petite vidéo et rigoler, ouais, des petits extraits, mais justement, un petit truc super enduro, comme on voit un peu à la télé, on a quelques petites sections sympas, ouais. Avec des beaux pieds arrière, je pense que où tu pourras Blaise arriver avec une tenue Seven et une moto avec un kit déco tout neuf, là, il faut qu'il la règle un peu. Ouais. Il vaut mieux que tu viennes, par contre, un jour où il fait beau. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Parce que là, ça sera pas la même histoire. Là, dès qu'il pleut, c'est comme sur un rondin ou dans les pierriers, là, c'est plein. Ouais, mais après, ça vit bien, on pourra faire une vidéo, on pourra programmer ça va être sympa. Ouais, avec plaisir. Bon, on a explosé le compteur d'heures. J'ai Rémi qui était payé à la minute, qui va nous coûter 9 balles. Et non, mais je pense qu'on a tout dit, Blaise, je sais pas, on a déroulé tout le plan. Je pense qu'on on est bien là, on a parlé de pas mal de choses, c'est intéressant. Donc ceux qui veulent revoir le live, vous l'aurez dans pas longtemps sur YouTube. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous recevrez une notification dès qu'on le met en ligne. Voilà, sur YouTube et sur notre site internet, donc mxreflexion.com. Ouais, et puis surtout vraiment un grand merci à Jérémy pour cette première. Donc tu es notre premier invité. Voilà, tu seras une légende de MX Réflexion, le premier. On se souvient toujours du premier. En plus d'être de la région, je veux dire, c'est pas mal de pouvoir faire ça. Pour ça que je suis peu, c'est toujours plus intéressant au départ. Après, vous allez vous agrandir. Non, mais t'inquiète pas. Après, on a d'autres invités planifiés. On va essayer de faire ça tous les lundis. Et non, mais vraiment merci. Je savais que tu étais quelqu'un d'intéressant. Je te connaissais pas trop. Mais voilà, c'était super la transition que tu as faite du motocross à l'enduro. Tout ce dont tu nous as parlé ce soir, je pense que tout le monde s'est régalé. Pas mal de monde a appris quelques trucs. Et voilà, c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un pro. Ouais, ça donne un peu de. Voilà, je vais partager mon expérience. C'est vrai qu'à force, des années, il y a 10 ans, c'était pas pareil. Mais maintenant, ça a changé. À 30 ans, on voit pas les choses pareilles. Et puis, voilà, on grandit petit à petit. Mais milieu de l'enduro, milieu du cross. Je suis allé un petit peu partout, donc je vais finir un super motard. Je
D'ailleurs, on a un défi super motard qui se prépare aussi pour Blaise. Ouais. Avec plein de défis. Là, Blaise, je pense que t'as du boulot. À force, je vais finir à l'athlétisme et au saut à la perche. Bon, mais merci les gars. Et... Bon, merci à toi, Jérémy. Merci à toi, Jérémy. Pour ceux qui nous suivent et qui seront là la semaine prochaine, on se retrouve à 19h tous les lundis. Ok, ben merci à tous. Bonne Allez, soirée. merci beaucoup, bonne Plus, soirée. ciao. À bientôt. Salut.